Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, la lutte des bergers de Servières ou la fin de la ruée vers l'or blanc. Si les noms de Tignes, La Plagne, les Arcs, les Menuires ou autres usines à ski vous évoquent instantanément quelque chose, le site de Super Servières ne vous dit probablement rien. Et pour cause, cette méga station, pensée pour être l'une des plus grandes des Alpes, mêlant béton et poudreuse, surtout béton, n'a jamais existé, grâce au combat de 22 bergers qui s'y sont opposés. Nous sommes au début des années 70, au moment où le plateau du Larzac devient la première zone à défendre, une ZAD avant l'heure. Eh bien, le village de Servières, dans les Hautes-Alpes, connaît un sort analogue. En montagne, c'est le temps du plan neige. Par ici, la bonne affaire, elle va rapporter un max. Mais c'était sans compter sur la résistance d'un village millénaire et l'orgueil de bergers, refusant de se détourner de leur tradition pour embrasser au choix la carrière de percheman ou de caissier. Dont acte. Et il arrive que dans le combat du pot de fer contre le pot de terre, c'est ce dernier qui l'emporte, contre toute attente. Notre invité aujourd'hui, Freddy Maignan, gardien de refuge, vice-président de l'association Mountain Wilderness France, une ONG qui défend la montagne et l'environnement. Affaires sensibles, émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire, Bastien Jans, coordination Franck Cognard, réalisation Frédéric Milano. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. « 11 juin 1957, le ciel est de mauvaise humeur et des nuages noirs s'amoncellent autour des cimes du Caras et du col de l'Isoire. Nous sommes au cœur des Hautes-Alpes, à la frontière italienne. Les 150 habitants du village de Servières sentent bien la menace qui pèse au-dessus de leur tête. La rivière qui traverse la vallée et qui descend jusqu'en bas, à Briançon, est déjà prête à déborder. La crue menace. Mais personne ne peut imaginer qu'elle sera la plus importante du siècle. Quand le ciel s'éclaircit, les Servières n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. C'est un désastre. Le village est détruit. Et avec inquiétude, on regarde vers l'est de la vallée. Là-bas, au bout de la route qui longe le village et qui est maintenant coupée sur près de 5 km par les coulées de boue, de bois et de roches, se trouve le trésor des bergers, la plaine du Bourget. Des dizaines et des dizaines d'hectares de marécages et de champs verdoyants, comme un jardin d'Éden au milieu de la caillasse, le secret de la prospérité du village. Raoul Martin, historien et mémoire vivante de la vallée, avait 6 ans quand il a découvert la splendeur du paysage. Il me paraît impossible de décrire l'impression ressentie lorsqu'on découvre subitement, dans une sorte d'extase, la prodigieuse perspective de la plaine du Bourget et de son environnement de hauteur douce, ondoyante, féminine à l'adroit, rude, austère, sombre, masculine à l'Ubac. Cette révélation de la plaine puis de la haute vallée, avec ses jeux de formes et de couleurs, avec aussi son spectacle d'activité pastorale au cœur de l'été, me paraît propre à renouveler en nous l'homme intérieur. Dans cette plaine d'altitude, les aïeux des habitants ont édifié des chalets d'alpage pour y monter dès qu'apparaissent les premières fleurs et s'y établir jusqu'aux premières neiges, faire paître les troupeaux et faucher du foin pour toute l'année. Ces chalets, les villageois y tiennent plus que tout. C'est dans ces austères bâtisses que les Cervérins se sont réfugiés à la fin de la guerre quand l'armée allemande a incendié tout. Une fois encore, les bergers de Servières avaient dû reconstruire patiemment leur village millénaire. Alors, la catastrophe de 1957 s'affiche comme une nouvelle épreuve. Mais les bergers sont tenaces. La route qui mène aux alpages va être dégagée, les chalets d'altitude réparés, le village entièrement rebâti et une impressionnante digue édifiée pour enfin maîtriser la rivière. Voilà, le cycle ancestral de la vie peut reprendre. L'hiver au village, l'été dans les alpages, les hommes au foin et au pâturage, les femmes assignées à toutes les autres tâches. Des vies rudes, comme témoigne cet enfant de la vallée dans le documentaire de Frédéric Brankel, La grande saga de nos montagnes. Les hommes, ils faisaient leur travail, c'est-à-dire le travail des champs, tout ça, mais en dehors de ça, ils ne faisaient rien à la maison. Donc la femme, il fallait qu'elle fasse la cuisine, le lavage, s'occuper des enfants, traire les vaches, faire le beurre. Elle descendait le mercredi à Briançon
avec le petit panier en bois pour vendre leurs produits, parce qu'il fallait quand même rentrer un peu d'argent pour payer le café, le sel, le sucre, les produits de première nécessité. Et puis un petit peu d'économie pour se soigner, parce qu'il n'y avait pas de médecin. Déjà, quand elle tombait enceinte, c'était déjà un pied dans la tombe, on disait. Parce que quand elle faisait venir le médecin ou qu'elle descendait à l'hôpital, c'était souvent trop tard. Mais en cette fin des années 50, des hommes sont bien décidés à faire entrer la montagne de force dans la modernité. Et plus précisément, dans la rentabilité. De l'hélicoptère qui se pose en plein milieu de la splendide plaine du Bourget, les bergers de Servières peuvent voir descendre plusieurs hommes. Ils ont d'étranges instruments de mesure et des yeux de chimène pour ce gigantesque paysage de pente douce inviolé. Parmi ces prédateurs, un certain Maurice Michaud. Il sera bientôt connu comme le dictateur des montagnes. Mais pour comprendre ce qu'il vient faire là, au milieu de nulle part, il faut remonter un peu en arrière. Été 1942, voilà déjà 2 ans que le jeune architecte, urbaniste et savoyard Laurent Chappy croupit en Autriche, dans un camp de prisonniers. Parmi ses compagnons d'infortune, il se lie d'amitié avec un certain Maurice Michaud. Gaulliste et savoyard comme lui, ce polytechnicien partage sa passion pour l'alpinisme. Au cours de longues conversations, Chappy et Michaud s'accordent sur leur désespoir face au dépérissement qui frappe leur contrée, reculée, rurale. Quand la guerre sera finie et que De Gaulle prendra le pouvoir, ils travailleront à faire renaître leur vallée. C'est promis. Ce long emprisonnement est l'occasion pour Laurent Chappy de préparer sa thèse d'urbanisme. Son sujet, la montagne, évidemment. Et pas n'importe laquelle, non. Celle qui forme les 3 vallées en Savoie, au milieu desquelles il imagine bâtir des équipements pour le sport d'hiver. Maurice Michaud est sidéré par les plans d'enneigement des vallées que son ami Chappy réalise de mémoire. Quand la guerre sera finie et que De Gaulle prendra le pouvoir, sur la base de ce gimmick, c'est sûr, ils bâtiront ensemble des stations de ski. C'est en 1946 que le rêve devient réalité. De Gaulle a pris la tangente, mais Maurice Michaud est devenu directeur des ponts et chaussées de Savoie. Et il est missionné par le Conseil général pour bâtir une première station de ski moderne dans le département. Pour cela, évidemment, il fait appel à l'aide de son ami Laurent Chappy. Et voilà comment ce dernier se retrouve seul à marcher des jours et des jours au milieu des 3 vallées. Sur son chemin, il note tout ce qu'il voit. L'escarpement des pentes, les sapins, les rochers, les couloirs d'avalanche, les zones urbanisables. Dans son esprit, c'est bien un Eldorado de la glisse qui prend forme. De son côté, Michaud s'occupe d'un tout autre problème. Convaincre les villages de ce territoire, qu'on nomme la Tarentaise, de céder leurs terres. Si le conseil municipal de Saint-Martin-de-Belleville refuse d'entendre parler de tourisme, celui de Saint-Bon, en revanche, à côté, est beaucoup plus ouvert. Alors, face au refus de certains paysans de vendre et d'abandonner le travail de leurs ancêtres, Michaud trouve une méthode bien à lui, comme il s'en vantera quelques années plus tard dans les colonnes de l'Express. Pour transformer un chemin de muletier, on a été jusqu'à voler des terrains. Dès qu'un propriétaire récalcitrant avait le dos tourné, hop, on envoyait le bulldozer. Heureusement, les choses finissaient toujours par s'arranger devant un verre de vin. Moyennant 5 francs le mètre carré, l'État achète les terres de la commune de Saint-Bon qu'il revend 1 an plus tard à des promoteurs immobiliers pour 1000 francs le mètre carré. Comme un symbole, le nom de cette commune a aujourd'hui entièrement disparu des registres, remplacé par celui de la station de ski flambant neuve, dont l'ORTF célèbre la création en 1952, Courchevel. Une nouvelle station de grande classe pour amateurs de sport d'hiver est née. C'est Courchevel, située à 1850 mètres d'altitude dans les Alpes. Et sur les pistes ensoleillées face à la frontière italienne, de la mi-décembre à la mi-mai, on peut descendre, sauter tout à son aise car un excellent tremplin de saut complète le tableau. Le tout fera peut-être de Courchevel la station olympique de l'avenir et en tout cas une des premières stations touristiques et sportives de France. Dans les années 50, l'essor de la station est exponentiel. À Courchevel, Chappy invente des principes urbanistiques qui vont faire date dans l'univers du ski. Une cité de 6000 lits, dans des immeubles front de neige, sur le modèle des fronts de mer, mais qui en l'occurrence donnent directement sur les remontées mécaniques. Inspiré des théories du Corbusier, Chappy veut construire une station accessible au plus grand nombre. Oui, ça paraît étrange aujourd'hui, mais Courchevel fut d'abord pensé comme une station sociale. Mais Michaud rêve plus grand, plus gros, plus haut et surtout plus cher. Aux grandes dames de Chappy qui n'apprécie guère le tournant spéculatif qui se dessine à Courchevel. Alors il claque la porte.
Des années plus tard, en 96, il reviendra dans les Trois-Vallées, décrira avec dégoût ce que son rêve est devenu. Monde enchevêtré, embouteillé, congestionné, déroutant de folklore de pacotille. Monde où la montagne n'est plus qu'un prétexte à faire de l'argent, beaucoup, vite et par tous les moyens. C'est effectivement à ce moment-là que fleurissent les usines à ski dont rêve Michaud en ce début des années 60. Dans les décennies à venir, il y aura de plus en plus de skieurs, de demandes et d'embouteillages sur les pistes et surtout de profit. D'ailleurs, le général de Gaulle et son premier ministre Georges Pompidou ont bien compris l'enjeu que représente l'industrie du ski pour les Alpes françaises. Ils veulent saisir cette chance pour réveiller ce désert français, comme on l'appelait alors à Paris. Et Maurice Michaud se retrouve à la tête d'une commission interministérielle pour l'aménagement de la montagne. En 1965, un grand plan de planification et d'investissement est signé, le plan Neige. Et on n'y va pas avec le dos de la cuillère. 157 millions de francs d'investissement public, soit 220 millions d'euros, sont ainsi débloqués pour créer des nouvelles routes vers les sommets, acheter les terrains ou modeler des pistes à grands coups de bulldozer, aider les aventureux promoteurs à bâtir des villes nouvelles sur des sites à plus de 2000 mètres d'altitude. Premier objectif, la création de 150 000 lits pour accueillir les touristes. Accompagné de son équipe d'experts, Michaud parcourt à pied, à ski, en hélicoptère, tous les massifs français. Objectif, cartographier et déceler tous les sites naturels susceptibles d'accueillir ces méga-stations. Car il faut tous les exploiter, comme on l'explique ici dans un reportage de l'ERTF, auquel participe Michaud, fier de son œuvre. Chaque année, le nombre de skieurs français augmente de 15%. Mais à ce pourcentage, il faut ajouter un potentiel de 5 millions de skieurs étrangers n'ayant jamais skié en Europe. Alors, comme les montagnes européennes sont les plus propices aux sports d'hiver, le ski est devenu l'enjeu d'une lutte farouche entre la Suisse, l'Autriche, l'Italie et la France. Cependant, les vieilles stations, saturées, ne peuvent plus faire face à l'accroissement des skieurs. Il faut donc en créer d'autres et pour cela, les spécialistes du service d'études de la Commission interministérielle pour l'aménagement de la montagne prospectent justement cette montagne, ici près d'Avoriaz, pour recenser les sites vierges où pourront s'implanter les stations nouvelles. Alors là, moi, je pense qu'on pourrait faire arrêter les cabines à ce moment-là. Oui. Au rythme où vont les choses, on peut dire que dans 15 ans, tout sera ou exploité ou entrepris. Pouvoir public et promoteurs fonctionnent main dans la main pour coloniser la montagne sauvage, tout ça sous la supervision de l'intransigeant Michaud. À Tignes, en Savoie, les paysans, eux, tentent de lancer leur propre remontée mécanique, histoire de profiter timidement de l'essor du ski. Du bricolage, bien loin des ambitions de l'État, ce bulldozer. C'est au promoteur Pierre Schnebelen qui est confié la mission d'exploiter avec plus d'ambition cette nouvelle terre promise. J'ai acheté Tignes pour 1 franc du Conseil général de Savoie. Joseph Fontenay, 1 franc. Je te le donne. Tu te démerdes. J'ai dit, bon, ok, je prends le pari, mais je veux pas m'enfoncer dans une aventure sans fin. Chaque paysan avait son tire-fesse. Je dis, moi, je veux un contrôle foncier total et une maîtrise de tous les remontées mécaniques, etc. Donc, je vais d'abord faire signer tous les gens. J'ai fait propriétaire par propriétaire par propriétaire. Je leur disais, mais vous allez avoir 3 appartements, 2 appartements, une boutique pour vos enfants, etc. Bon, j'ai réussi à les convaincre. Voilà comment on intoxique les bergers convaincus au moyen d'un petit baratin de solder leurs terres. Et pour ceux qui ne se montrent pas assez naïfs, Michaud a tout prévu. En déclarant une zone d'utilité publique, le plan Neige facilite l'expropriation des paysans, moyennant le tarif en vigueur pour les terres agricoles, on l'a dit, quelques centimes de francs le mètre carré. Acheter à bas prix ou exproprier, telle est donc la doctrine Michaud et le destin qui est réservé aux villages de montagne français. Dans les Alpes, la ruée vers l'or blanc est lancée. Printemps 1967. Dans la vallée de Servières, une voiture sillonne la route escarpée, slalomant entre les troupeaux. Elle vient de loin, de Belgique.
À son bord, 2 représentants de la banque Lambert. Cheveux gominés, costumes feutrés, dans leur petit attaché-case, ils ont glissé un projet pour l'avenir des terres cervérines. Dans la plaine du Bourget, on prévoit ainsi la construction de 15 000 lits, des remontées mécaniques, des terrains de golf, un lac artificiel, un altiport et tiens, pourquoi pas un tunnel creusé sous la montagne pour faciliter l'accès à la station? Bien sûr, il faudra détruire les chalets d'alpage. Leur prix, 74 centimes le mètre carré. 2 habitants de Servières se souviennent de cette première offensive. C'est à un moment-là que les promoteurs sont arrivés et ils voulaient acheter toute la vallée. Mais on avait tous la même idée, c'est de rester propriétaires de nos chalets et notre outil de travail. Et le monsieur a fait toutes les maisons. Il a rendu visite à tous les exploitants agricoles. Il leur a dit, ben voilà, on vous achète votre terrain, vous signez un acte de vente, et puis vous serez payé. Il n'y en a pas un qui a accepté. Il est reparti en pleurant, parce qu'il est reparti sans 1 mètre carré. Dans le village de Servières, les paysans sont forts. Il y a les forts Braque, les forts Gignoux ou encore les forts Vincent Ignac des Forts. Tout le monde a un ancêtre commun, tout le monde se connaît et tout le monde s'entraide. Garde à tour de rôle du taureau communal, entretien collectif des canaux, des chemins et des ponts, pâturage partagé dans les alpages de la plaine du Bourget. Ici, respire encore ce qu'on a pu appeler la démocratie paysanne. Et là est le secret de la résilience du village, l'union qui, comme chacun sait, fait la force. La preuve, c'est parce qu'ils se sont serrés les coudes que les paysans ont remporté nos premières batailles. Mais avec leurs promesses et leurs centimes de francs, les promoteurs reviendront très bientôt. Je proclame l'ouverture des 10e Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble. « 1968, les JO de Grenoble marquent l'apogée du ski français. Jean-Claude Killy, le fabuleux, et ses 3 médailles d'or, devient une star internationale qui fascine toute une génération de jeunes Français ne rêvant plus que de ski. Ça tombe bien, Maurice Michaud est là pour les satisfaire. Il a fait sortir de terre des villes dans la montagne, prêtes à accueillir des centaines de milliers de vacanciers. Avoriaz, Flaine, La Plagne ou encore les Arcs. Rien que dans la vallée de la Tarentaise, c'est près de 400 000 lits qui sont créés en quelques années. Et dans l'ombre de la Savoie et de l'Isère, qui concentre les plus grands projets, le département des Hautes-Alpes, au sud, a loupé le train. Mais l'échec des promoteurs belges dans la vallée de Servières ne fait pas sourire tout le monde. Un homme à Briançon suit le dossier de très près. Il s'appelle Paul Dijoux. Il est né à Neuilly-sur-Seine et sort tout juste de la promotion Montesquieu de l'ENA. Parachuté dans les Hautes-Alpes, il vient d'être élu député et entretient une foi inébranlable en son glorieux destin. Pour séduire Paris, il rêve d'édifier de somptueuses stations dans ses montagnes d'adoption. Et il fait donc de Servières une affaire personnelle. À ce propos, le lundi de Pâques 1968 marquera durablement les esprits au village. Le jeune et fringant député y débarque soudainement en compagnie de promoteurs grenoblois. Devant une salle comble, le jeune cador de la politique enchaîne les promesses mirobolantes d'emploi et les petits mots rassurants. Les villageois sortent intrigués de ce nouveau projet. Mais en privé, dans une conversation avec les membres du conseil municipal, Dijoux se montre beaucoup moins magnanime. Que les conseillers municipaux qui sont propriétaires dans le secteur concerné vendent leurs terres. Les autres, nous les exproprierons, dit-il. Les Cervérins comprennent à qui ils ont affaire. Alors, ils mettent au point leur riposte. Et Raoul Marin, l'historien amoureux de la vallée dont nous parlions en ce début de récit, crée une association de défense qui va attirer dans ses rangs des personnalités venues de tous les horizons, prêtes à s'engager pour défendre ce paysage. 12 Don Quichotte, en quelque sorte, pour dire aux bergers qu'ils ne sont pas seuls. Mais Paul Dijoux ne compte pas désarmer, comme il l'annonce à la télé. Servières n'est pas encore lancé, nous avons eu, il faut dire, quelques difficultés. Mais Servières
est un projet qui est particulièrement cher au gouvernement, puisque le ministre de l'Équipement, M. Chalandon, est venu reconnaître lui-même cette station et qu'il a déclaré qu'il s'agissait d'un des plus beaux sites qu'il ait vus. On peut lui faire confiance, il s'y connaît. Servières, eh bien, je crois, doit être lancé en 1972. Il faut au moins 1 an d'études à partir de maintenant, et les premiers balbutiements n'ont pas été ce que nous avons espéré. Néanmoins, dès maintenant, le processus est engagé, et l'État, associé à un promoteur important, compte réaliser Servières le plus tôt possible. Il faut dire que le nouveau projet de station, le 15e du plan Neige, intitulé Super Servières, a de quoi faire frémir les bergers. 40 000 lits sont envisagés, ainsi qu'une jonction avec la station de Montgenèvre, dans l'autre vallée, pour édifier un immense domaine skiable. Le projet est présenté lors d'une réunion à laquelle le maire de Servières n'est même pas convié. L'avenir des villageois et des bergers se jouera sans eux, sans qu'ils soient consultés. Le 29 mai 70, le député Dijoux dégagne une première fois. Sans en avertir au préalable le conseil municipal ou le conseil général des Hautes-Alpes, il déclare 6500 hectares de la commune située dans la plaine du Bourget, zone d'aménagement différée. Rien ne peut y être entrepris. Le territoire est comme gelé. La manœuvre est fourbe, car derrière une mesure de protection du patrimoine, l'objectif de Dijoux est bien de rendre illégaux tous travaux de rénovation qu'entreprendraient les bergers sur leur chalet d'altitude. Or, ceux-ci, datant pour certains du XVIIIe siècle, se dégradent inexorablement et ils seront bientôt inhabitables. L'activité agro-pastorale est directement menacée. Cette fois, l'attaque est frontale. D'autant que la désunion menace au village. À Servières, la population est vieillissante. Les hommes ont quasiment tous plus de 45 ans. Les célibataires sont nombreux et les jeunes ne veulent pas rester dans la vallée pour embrasser la profession de leurs ancêtres. Après tout, un job dans la station ne serait-il pas plus facile qu'une dure vie de labeur? Dijoux sait très bien que cette envie est légitime. Alors, il s'engouffre dans la brèche, attise les tensions, fustigeant publiquement, je cite, le caractère égoïste de l'expression de quelques intérêts privés. En d'autres mots, sacrifiez vos terres ou votre pays mourra, ou marche ou crève, comme vous voulez. L'association de défense de la vallée répond alors en imaginant un autre projet de tourisme, plus modeste que celui de l'État, moins destructeur et surtout initié par et bénéficiant aux villageois eux-mêmes. Invité à la télévision nationale, Dijoux ricane presque quand on lui oppose ces modèles alternatifs. Les gens qui vivent dans les villages de montagne, ils veulent gagner leur vie dans des conditions décentes et modernes, particulièrement les jeunes. Pour les jeunes, c'est absolument exclu, mais complètement exclu, qu'ils vivent dans 20 ans ou dans 30 ans dans les conditions qu'avaient connues leurs ancêtres. Il faut donc se garder de vouloir faire survivre de façon artificielle des espèces de musées de la montagne où un certain nombre de montagnards malheureux, à travers des expériences momentanées, difficiles, incertaines, très dures à rentabiliser, tenteraient de s'insérer dans une civilisation des loisirs qui n'aurait pas été prévue pour eux dans des conditions modernes. En ce début d'année 72, le jeune député pense toucher au but. Grâce au soutien sans faille de Maurice Michaud, il obtient du préfet des Hautes-Alpes l'ouverture de cette fameuse enquête dite d'utilité publique. Du 19 janvier au 3 février, ouverture d'une enquête d'utilité publique préalable à l'expropriation des terrains privés, bâtis ou non, sur 1650 hectares, nécessaires à la constitution d'une réserve foncière en vue de l'aménagement des espaces naturels et de la création d'une station de tourisme sur la commune de Servières. Cette fois, le couperet est proche de tomber. Mais le village de Servières a peut-être un espoir, une vraie motivation pour lutter. Car au tournant des années 70, de nouvelles idées politiques viennent s'immiscer dans les certitudes gaullistes. En 1969, Schneebelen, le promoteur de Tignes, ainsi que Michaud, avaient un rêve fou. En voulant construire de gigantesques équipements sur les territoires protégés du parc naturel de la Vanoise, ils ont réveillé une colère que personne ne soupçonnait, celle des habitants de la Tarentaise, dont la vallée, leur vallée, est devenue en une décennie un véritable Disneyland du ski. L'opposition est telle que les autorités reculent, et en 71, le projet se trouve considérablement raboté.
Il se trouve qu'en cette même année, les Français entendent parler d'un petit bout de terre beaucoup plus à l'ouest que des paysans s'acharnent à protéger face aux velléités de l'État, le Larzac. Et la nature devient peu à peu un sujet politique. Et pour les Cervérins, une fenêtre s'ouvre. Le conseil municipal et son maire, Raymond Forbrac, envoient des centaines et des centaines de courriers à toutes celles et tous ceux qui sont susceptibles de s'intéresser à leur combat. Une pétition pour la survie de Servières est lancée. Elle trouve un relais dans la presse nationale. Osera-t-on favoriser une opération immobilière qui ne sert que des intérêts privés et prétendre qu'une telle station de luxe offrira des loisirs à la majorité des Français ? S'interroge par exemple le journal La Croix. C'est bien la doctrine Michaud et l'œuvre du plan Neige qui est visée. L'hiver 70 a été terrible pour les stations de ski. Beaucoup connaissent la crise, les promoteurs font faillite et la ruée vers l'or blanc ne séduit plus autant les investisseurs. Les Ménuires, l'une des dernières stations sorties de terre, est déjà au bord de la faillite. Son architecture lui a valu le surnom de Sarcelles des Alpes et personne n'est très emballé à l'idée d'y acheter un appartement. Oui, le vent tourne et les équipes de télé débarquent alors à Servières. Le maire, Forbrac, avec son bâton de berger, son béret et son accent chantant, devient le visage de cette drôle de contestation montagnarde. Ces terrains, ces propriétés, c'est tout, c'est le grenier à Pointe-Servière. C'est de cette vallée du Bourget que tous mes cultivateurs, mes administrés, descendent le foin. Ils descendent de la vallée du Bourget environ 700 à 800 tonnes de foin par an. S'ils nous enlèvent cette vallée, moi, mes administrés, nous avons qu'à disparaître. Je sais pas, ils me font vieillir avec le tracas que j'ai. Parce qu'on m'a donné, vraiment, on me donne du souci. Ces 3 dernières années, avant, Servières, ça tournait bien rond. Mais maintenant, depuis ce truc-là, Servières, pour moi, c'est infernal. Alors si demain on vous met au pied du mur, qu'on vous dit c'est 30 centimes ou c'est rien, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, on verra. Mais je ne pense pas. On est là à pousser, on ira jusqu'au bout. C'est-à-dire? Nous irons, Conseil d'État s'il le faut. La pétition des Cervérins récolte 20 000 signatures, dont celle du prix Nobel Louis Néel et d'Arm Tazieff, explorateur et volcanologue mondialement célèbre. La préfecture des Hautes-Alpes reçoit près de 1000 courriers de protestation. Alors le préfet prend peur et renonce au processus d'expropriation. Ce n'est qu'un sursis. Au passage, le combat contre Super Servières a conféré au village une notoriété improbable. Paris Match expose en une le visage et le sourire ravageur de Raymond Forbrac. Quand l'État et les producteurs se coalisent pour liquider nos communes de montagne, alerte-t-on dans le Nouvel Observateur. Super fiasco, écrit le Canard enchaîné. Quand Harakiri, lui, ironise sur le mépris et la condescendance des élites pour ces montagnards. À l'usine, les ploucs, mais les ploucs, pas conscients du tout d'y aller à contre-progrès, résistent. Ils veulent rester arriérés, écrit le journal satirique. L'ORTF également consacre plusieurs émissions aux Cervérins, devenus des figures de gardiens de la nature. Et les Français se passionnent pour ce monde comme issu d'un autre siècle. Oui, on vit avec nos bêtes comme on vivait dans le temps, quand on était jeune. Servières aurait pu devenir une grande station? Peut-être, je sais pas. Mais on ne sait pas ce que ça aurait donné. Mais il y en a déjà tellement des stations, il y en a bien assez. Vous croyez pas? Vous êtes contre le ski, vous? Non, mais moi je trouve qu'il y en a déjà pas mal et qu'après, ça continuera pas tout le temps, ça. Et vous pensez qu'elle pourra continuer l'agriculture ici? On sait pas, hein. C'est les jeunes. Ça dépend tout des jeunes. Oui, mais s'il y en a plus, s'ils s'en vont. S'ils s'en vont, ça restera comme ça. Nous, on s'en ira, puis franchement. Et nous, on s'en ira aussi. Au bout du compte, et comme par miracle, le projet de Super Servières, sans que cela ne soit jamais vraiment dit, est peu à peu abandonné. Quant aux opinions de Paul Dijoux, elles changent du tout au tout. Le voilà maintenant défenseur de l'agriculture de haute montagne, oui. En 1974, il est même nommé ministre de l'Environnement. Mieux encore, il choisit Servières pour tester une nouvelle politique de l'aménagement du territoire. Raymond Forbrac reçoit alors une aide massive de 5 millions de francs pour soutenir ses administrés et leur agriculture singulière de haute montagne.
Maurice Michaud, lui, meurt en 1973. Alors, de son œuvre colossale de bâtisseur, qu'adviendra-t-il ? En 1977, à Valouise, non loin de Servières, l'hélicoptère du président Valéry Giscard d'Estaing se pose au milieu de la plaine et le président lâche une bombe. Il y a le tourisme. Un tourisme bénéficiant au maximum à la population locale. Un tourisme accessible au plus grand nombre. Un tourisme respectueux des sites et des paysages. L'objectif du gouvernement est de permettre un meilleur entretien et une meilleure protection de ce patrimoine naturel. C'est toute la montagne qu'il faut protéger pour lui permettre de mieux vivre. Voilà, le plan neige est arrêté, une nouvelle ère s'ouvre pour la montagne française. Jamais aucune remontée mécanique ne sera construite dans la vallée de Servières, où vivent toujours 100 personnes. Et si on dépasse le petit village par la droite et qu'on s'aventure sur le chemin qui mène au fond de la vallée, on débouche toujours sur une immense plaine verdoyante. Là, posés depuis des siècles, trônent encore les vieux chalets des bergers. Non, ici à Servières, on ne passera pas de vacances souvent plus chères qu'un voyage sur un autre continent. On ne verra pas le spectacle des files d'attente longs comme les bras devant les remontées mécaniques, des vacanciers qui se percutent sur les pistes et qui parfois se tuent, des supermarchés bruyants et bondés, des restaurants de montagne qui, en guise de raclette, vous servent 3 bouts de fromage et une demi-tranche de jambon à des prix exorbitants. C'est déjà ça. Et ce n'est pas rien. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. On ne fera pas de ski à Servières. Nous en parlons avec notre invité Freddy Maignan. Bonjour. Bonjour Fabrice, bonjour tout le monde. Bonjour, gardien de refuge et vice-président de l'association Mountain Wilderness France, une ONG qui défend la montagne et l'environnement. Vous êtes dans les studios de France Bleu Isère, que nous remercions pour leur accueil. D'abord, pouvez-vous nous expliquer la différence entre les différents types de stations de ski telles qu'on les trouve en France, et notamment qu'entend-on par station de ski intégrée ? Alors, en 2 mots, hein, parce que oui. On a effectivement ce qu'on appelle des grosses stations, très grandes stations, très grands domaines, qui sont complètement hors sol, on va dire, c'est-à-dire qui ne s'appuient pas sur des villages, voire où les villages d'origine ont été gommés, effacés. Et puis il y a des stations qui sont plus intégrées dans les massifs, dans les vallées, plus qui s'appuient, les plus petites stations, souvent des stations moyennes, qui s'appuient sur des villages et donc sur une vie de village. Et c'est vrai qu'il y a un écart assez important entre ces grosses stations très urbanisées et ces villages qui se sont développés. Alors les stations de ski intégrées, donc plutôt des villages, on peut citer, quelles stations on peut citer pour donner des exemples, qu'on se fasse une image bien précise ? Vous allez dans les petits massifs, vous voyez, que ça soit la Chartreuse, le Vercors, ou même dans les Aravis. On a des stations quelque part, même dans les Hautes-Alpes, parce que on a des stations qui ont été créées de toutes pièces, mais il y en a quelques-uns dans la vallée de Serre-Chevalier qui s'appuient quand même sur des villages existants. Comme Saint-Véran, par exemple. Saint-Véran, voilà. Saint-Véran aussi, c'est une petite station, bien sûr. Très haute. C'est une petite. Ouais. Je crois que c'est le village le plus haut d'Europe, il me semble. C'est ça, près de 2000 mètres, le plus haut d'Europe, c'est bien ça. Et donc on a tiré vraiment des bénéfices de ces stations intégrées. C'est une autre approche économique, écologique, sociale, vraiment. Oui, on commence et paradoxalement, c'est maintenant qu'on commence à en sentir un peu l'effet. C'est-à-dire que au moment où les préoccupations environnementales, les préoccupations sur le mode de vie, les préoccupations sur le rapport à la nature que nous avons, fait que par exemple cet été, pour ne citer qu'un exemple très très récent, clairement, autant il y a eu du monde en montagne, autant il y a eu plus de monde, clairement, dans les endroits qui sont plus nature, qui ne sont pas urbanisés ou qui sont peu urbanisés. C'est l'air du temps, hein. Voilà, c'est l'air du temps, mais c'est un retour quelque part peut-être à quelque chose d'essentiel. Bien sûr. C'est qu'est-ce que la montagne a de particulier, qu'est-ce que la montagne peut nous apporter. Alors certes, cette histoire des bergers est géniale. Moi, quand je la réécoute, c'est émouvant, c'est même bouleversant. C'est vraiment chouette, mais bon, certes, beaucoup d'autres ailleurs ont été séduits ou obligés, on va dire, dans certains cas. Maintenant, on est dans une situation un peu nouvelle. C'est que il y a eu quelques décennies
où clairement les dollars sont arrivés, hein, mais maintenant remonte très fort la question de quel rapport on a à cette nature qui fait l'ancrage des bergers de l'origine. Les bergers d'origine, ils voulaient pas simplement vivre dans une certaine pauvreté, ils voulaient surtout vivre en contact avec la nature, en contact avec la montagne, quelque chose de fort, de très inspirant, et qui, à mon avis, avec du recul maintenant en 2022, est assez fondamental. Alors, Freddy Meilland, vous parliez justement en écoutant ce récit d'une sorte de poésie, hein. C'est le pot de terre qui gagne contre le pot de fer, effectivement, c'est émouvant, hein, comme histoire. Et il y a une voix qui, je trouve, illustre ce combat, celle de Raoul Marin. Alors, à 90 ans, il est l'un des derniers survivants de la lutte menée à Servières. Il fut, je le rappelle, hein, le fondateur de l'Association pour la sauvegarde et l'étude de la vallée, fondée en 1969 pour faire face au projet de station de ski. Alors, il se souvient de tout cet épisode qui nous éclaire à travers ce qu'il va dire et qu'on va entendre ensemble sur la place de l'écologie à l'époque dans le discours des décideurs publics. Au printemps 68, le député Dijoux, maire de Briançon, qui s'intéressait beaucoup aux choses d'ordre financier, est venu à Servières annoncer qu'il y avait un projet et que cela entraînerait une modification profonde du paysage sous la forme d'une station de très grande ampleur. Et une réunion publique a eu lieu, j'ai assisté à cette réunion, j'ai pris à partie M. Dijoux pour lui faire remarquer que dans la vallée, il n'y avait pas que des problèmes de rendement économique, il y avait aussi des problèmes de protection, de richesse naturelle. Et M. Dijoux a traité ça, a répondu avec une sorte de facilité ironique, allant jusqu'à me dire, eh bien, pour vous faire plaisir, quand la station sera construite, on dressera une tour Eiffel avec au sommet une petite prairie où vous pourrez conserver vos espèces animales et végétales. C'est vous dire le ton de M. Dijoux à l'époque. C'est un projet de 15 000 lits, s'il vous plaît, dont une véritable ville, plus grande que Briançon, avec disparition de toutes les terres dévolues au fourrage, dévolues à la fenaison. Donc on les prive de leur travail et on leur propose éventuellement des emplois serviles dans une superstation d'ampleur absolument délirante. Et s'il avait été appliqué, les Serviens n'avaient qu'à s'en aller, ils ne pouvaient pas rester dans ces conditions-là. Il faut noter que la population strictement paysanne a augmenté, après avoir diminué dans des proportions catastrophiques, comme dans beaucoup d'autres régions. Elle a remonté, le nombre d'agriculteurs est plus important aujourd'hui qu'il y a 30 ans, par exemple. Bien, tout cela est très vertueux et vrai. Cela dit, les stations de ski ont-elles quand même sauvé les vallées alpines, parce qu'on les critique facilement, évidemment, surtout face à un combat de paysans. Bon, on y va quand même, hein, parce que les pistes sont larges. Est-ce que les stations de ski ont sauvé les vallées alpines? Pour une part, oui. C'est ça le paradoxe de cette situation-là, c'est que pour une part, c'est vrai que ça a créé de l'emploi, c'est vrai que ça a fait venir et des touristes et de l'argent. Ceci étant dit, est-ce que le mot sauver est adapté? Il a permis de faire vivre pendant quelques décennies, et maintenant ça fait partie de notre histoire. Incontestablement, c'est notre patrimoine quelque part. Il y a eu de l'engagement quand même, hein. Moi, au-delà de la bétonisation, il y a des gens qui ont bossé, qui ont créé, il y a des défis. Il y a quand même, ça fait 50 ans d'histoire de la montagne. Mais maintenant, on s'aperçoit clairement que ce modèle-là est sans doute à la fois inadapté, voire en fin de vie, à cause des conditions climatiques, mais voire même plus fondamentalement inadapté, parce que maintenant il paraît inadapté. Parce que je le resitue comme ça, moi, sur le plan presque philosophique, c'est-à-dire que le genre humain au XXe siècle, il s'est éloigné de la vie de la Terre. On s'est créé une bulle au-dessus, et tout ce qui était terrain vierge, c'était à aménager. Pas qu'en montagne et ailleurs. Et or aujourd'hui, en 2022, la richesse, c'est quoi? Est-ce que c'est aménager, urbaniser la montagne, ou au contraire, de pouvoir voir la spécificité du territoire de montagne? Vous savez, j'aime bien prendre cet exemple-là. Vous prenez le continent européen. Partout, il y a des routes, des habitations. Il y a un endroit, les seuls endroits où il y a les dernières maisons habitées, les seuls endroits où les routes s'arrêtent, où donc il y a un terrain qui n'est pas habité par l'homme, ce sont les montagnes. Est-ce que c'est pas une ressource essentielle aujourd'hui, avec toutes les crises que nous avons qui nous tombent sur la tronche, pour justement reprendre contact avec la vie terrestre, réatterrir? Moi, je trouve que les montagnes ont un bel avenir, à condition qu'on mesure ce qu'elles peuvent représenter dans l'équilibre de chacun d'entre nous,
qui nous sommes sur Terre. Est-ce qu'on est dans une bulle d'extraterrestres ou est-ce qu'on fait partie de la vie terrestre? Et je dis ça parce que la question est importante en montagne. En montagne, on essaie de vivre avec. On n'essaie pas de vivre en domination sur la montagne. Et c'est pour moi peut-être fondamental. Bien, on retient cette morale. On écoute Bibi Club le matin et on se retrouve dans 2 minutes et demie. France Inter. Frédéric Maignan, une dernière question spécifique. Voilà, qui est une affaire sensible, effectivement. Une dernière question spécifique au site de Servières. Est-ce que le refus d'une construction de la station a vraiment permis le maintien d'une activité paysanne dans la vallée? Apparemment oui. Alors avec des limites, parce que il y a ces dernières décennies, encore une fois, on n'a pas fait grand-chose pour vraiment développer l'agriculture locale. Dans le grand bassin briançonnais, à ma connaissance, on a aujourd'hui que 2% des productions de l'alimentation des habitants de la vallée qui vient du Grand Briançonnais. Le reste, 98% vient en camion. Donc quelque part, c'est colossal aujourd'hui quand on voit les dégâts, les conséquences, alors qu'il y a moyen de faire là-bas. Donc que Servières, il y a encore des agriculteurs, des éleveurs, c'est une certitude, qui ait besoin de faire beaucoup plus et de repenser ce rapport à l'agriculture, à l'élevage, ce rapport à la vie locale. Je crois que Servières peut peut-être être un point d'appui, pas un modèle, mais en tout cas un point d'appui. Alors vous avez été longtemps gardien de refuge dans les Hautes-Alpes. Quelle place s'occupe le cas spécifique de Servières dans la mémoire locale? Quelle trace ce combat a-t-il laissé, s'il en a laissé? Il a laissé des traces, honnêtement, un peu légèrement. Enfin, ça a laissé des traces dans l'histoire, chez nos anciens et tout ça, mais ça a été un peu gommé quand même par toute la vie, la modernité, le développement récent. Et je crois que de le réactualiser comme vous le faites aujourd'hui sur France Inter, je pense c'est important parce que c'est une part de notre histoire et qui doit faire réfléchir, qui peut nous faire réfléchir. Aujourd'hui au moment où on est dans des changements culturels nécessaires, indispensables dans ce rapport à la nature, à la montagne, à la vie, aux productions locales. Je crois que là, Servières peut être un point de référence, un point d'appui important. Notamment en termes de zones à défendre, même si on n'appelait pas ça des ZAD à l'époque, mais ça effectivement. Et le Larzac en même temps, c'est la même démarche. Notre-Dame-des-Landes, c'est aussi la même démarche. Ce sont des forces sociales qui pensent la même chose et qui se soulèvent face à des grands projets d'État. Il y a un lien, je trouve, entre ces histoires-là. Oui, alors on est c'est là, en écoutant le reportage tout à l'heure, je me disais, il y a à la fois quelques similitudes et quelques différences importantes. Bien sûr, les différences aussi, bien sûr. Les différences très importantes, c'est qu'à l'époque, l'État fonçait, voilà. Aujourd'hui, et puis c'était vécu comme la modernité, ou du moins véhiculé comme la modernité. Aujourd'hui, on est dans un problème un peu différent sur l'aménagement de la montagne, c'est que l'idée qu'il faut arrêter de grignoter l'espace naturel est forte, est beaucoup plus forte, mais est généralisée dans une bonne partie de la population. Par contre, on a encore quelques aménageurs qui effectivement continuent à foncer tête baissée. Et quand j'entends ZAD, il se trouve que dans les Alpes, en ce moment, notamment je pense à la Clusaz, il y a effectivement des gens qui sont dans les arbres pour empêcher l'extension, notamment la création d'un bassin de 150 000 mètres cubes en dehors même de la station. Voilà, des choses qui aujourd'hui paraissent aberrantes, qu'on justifie encore au nom de l'économie, mais qui véritablement, si on y allait, nous amène dans le précipice. Vous savez, en haute montagne, moi j'ai un petit mot parce que j'ai vécu 10 ans à 3100 mètres. Le réchauffement climatique, on l'a pris plein de poire. J'allais y venir, ouais. Mais oui. Alors qu'est-ce qu'on se dit entre professionnels de la montagne sur l'enneigement? Notamment, c'est un vrai problème. La neige continue à tomber, bien sûr, mais peut-être moins bas. Alors il y a ça, c'est-à-dire que dans les altitudes moyennes, effectivement, là où il y avait que de la neige avant l'hiver, maintenant il y a de la neige et de la pluie, donc la neige elle tient pas, voilà, elle disparaît. En haute montagne, il y a encore de la neige, c'est clair, 2005, 3000, et il y en aura encore dans un paquet d'années, mais c'est pas que la neige, le réchauffement. Je dis ça parce que moi encore une fois, j'ai vécu sur une paroi rocheuse entre 3000 et 4000 mètres, au refuge du Promontoire, et dans toutes ces zones de haute montagne,
il y a une accélération, mais vraiment, marquante. C'est-à-dire que je crois que je n'exagère pas en disant que les professionnels de la montagne sont un peu traumatisés par ce qui se passe, notamment ces dernières années. On assiste à une vraie accélération, c'est-à-dire en haute montagne, bien sûr les glaciers qui reculent, mais des parois qui s'écroulent. Moi, je l'ai vécu, je l'ai eu sur mon refuge. L'équivalent d'immeubles de 3-4 étages qui sont tombés sur 600 mètres à côté du refuge. C'est des événements traumatiques qui font vraiment réfléchir sur ce qu'on appelle l'ouragan climatique qui arrive et que nous, en haute montagne, on sent, quoi. Oui, il y a besoin qu'on arrive à changer nos modes de vie. Ça devient incontournable, clairement, pour les professionnels de la montagne, quoi. Bien sûr. Freddy Maignan, vous êtes toujours gardien de refuge ? Non, j'ai arrêté en 2018 et maintenant j'ai un gîte resto dans le massif de Beldonne au-dessus de Grenoble, plus bas, à 1100 mètres, mais c'est quand même en montagne et c'est quand même génial parce que on a ce rapport à la nature. Et c'est pas que la nature, vous savez, quand on est en montagne, on se sent tout petit. Voilà. Et écoutez, ça sera le mot de la fin. C'est un peu brutal, c'est comme une piste très escarpée. Je vous arrête là en pleine descente. Voilà. Merci en tout cas pour tous ces éclairages que vous avez apportés sur cette montagne que vous connaissez si bien. Merci, au revoir. C'était Affaires sensibles aujourd'hui. Il n'y aura pas de station de ski à Servières.